Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant cette période estivale. Voilà, nous vous avons prévu un programme qui retrace tout ce que nous avons partagé comme Connecting Day depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Vous allez voir ce soir donc une des journées que nous avons eues de telle sorte que vous puissiez la revivre et pourquoi pas trouver des partenaires et aussi élargir votre marché sur le pays qui a été cité ce soir. Hello everyone, I hope you are good during this summer. We have prepared for you, the connecting days that we started since January until June. So we hope that we will have a good program and you will enjoy this country that you will discover, and maybe you will have a lot of contact just to make business in this country. So we give you rendezvous after that just to be in contact with you. So have a good program. Bon programme et bon Connecting Day. Au revoir. Bienvenue à Connecting Days, organisé par Continental Working et ses partenaires. C'est une plateforme qui vous apporte les meilleures relations d'affaires avec le continent africain. Hello and welcome to Connecting Days, an event organized by Continental Working and its partners. There to help you to create the best relationships with the African continent. Kampani yanjye yitwa Synedic Business Group Limited, ikaba ikora ibintu bijyanye n'ububaji. Dukora hano ku Gisozi. Twatangiye gukora 2015. Imbogamizi rero mpura nazo nizo cyane cyane z'igishoro. Abakiriya bose mfite banyishyura uko ndangije akazi. Hari igihe nari mfite akazi njya kwa mugenzi wanjye kumwaka amafaranga kugira ngo nkomeze nkora akazi. Noneho yarambwiye nicyo gihe nasanze nta mafaranga afite kandi akazi karihutaga cyane. Angira inama ambwira ati nayo mfite ariko hari ahantu nakorangira bayaguha. Nibwo yambwiye gushaka kujya ahantu bita benefactors. Ubwo nyimara kubamenya nahise njyayo kugira ngo nsobanukirwe imikorere yabo. Bansobanuriye neza nanjye mbaha iya facture nari mfite bahita bampa 70% yayo mu gihe cy'iminsi 5. Bari bampaye amafaranga nkora akazi neza kandi narakarangije. Nishimiye ko inyungu yabo iri hasi cyane. Akamaro byamariye kugeza ubu kuva natangira gukorana na benefactors nta kazi na kamwe nshobora gutinya bitewe n'igishoro. Ikintu nabwira abarwemezamirimo abagenzi banjye ibibazo dukunze kugira ni bimwe byo kuba dutegereje ko bamwe batwishyura tukabura amafaranga yo gukora kandi kazi dufite. Ubwo rero inama nabagira nuko bakwegera benefactors ikaba amafaranga dore ko n'iminsi itanga ari mikeya n'ibyangombwa usaba ari bike ugereranyije hanyuma rwose tugakomeza gukora akazi. Bonjour à tous, mes salutations aux participants de C-Days Rwanda. Je m'appelle Clément Ouageneza, je suis Chief Technology Officer à Benefactors. Je vais parler plus de ce que nous faisons à Benefactors, mais pour me présenter un peu plus, je suis dans les technologies de l'information depuis maintenant un peu plus de 15 ans. J'ai fait mes études universitaires en France, une école d'ingénieur à Montpellier. Ensuite, je suis directement rentré au Rwanda où j'ai lancé ma première société de services en technologie de l'information. Ensuite, j'ai plus ou moins lancé Irembo qui est devenue la plateforme principale
d'accès aux services publics au Rwanda. Ça compte pour 85% des interactions entre les citoyens et les gouvernements. Ensuite, j'ai aussi travaillé avec Andela. C'est une société qui développe les capacités en software engineering à un niveau où les développeurs qui sont formés et préparés par Andela peuvent travailler avec les leaders en technologie dans le monde entier, les sociétés basées partout dans le monde. Et maintenant, je suis donc à Benefactors et en même temps, je donne des services de consultance en transformation digitale dans les services publics. Donc, si vous me permettez, je vais lancer la présentation de Benefactors. Donc, Benefactors est une société basée au Rwanda qui répond à un problème spécifique d'accès aux fonds de roulement ou working capital dans les pays en voie de développement. Notre client, si je peux l'imager, c'est un entrepreneur qui a un niveau d'éducation assez élevé, au moins un niveau d'éducation secondaire. C'est quelqu'un qui opère une affaire plus ou moins formelle, à un peu moins de 20 employés, mais quand même à quelques employés. Et en général, ce type d'entrepreneur ou ce type de société commence à être assez crédible pour travailler avec des acheteurs ou des partenaires assez larges, comme le gouvernement, comme les banques, les grandes sociétés. Donc, c'est quelqu'un qui a établi son entreprise à un niveau où il peut avoir des contrats de fourniture, que ce soit de services ou de produits, à des grandes entreprises. Mais en général, ce type de société n'est pas encore assez grand ou n'a pas encore établi de crédibilité avec les banques, les grandes banques commerciaux pour facilement avoir accès à des prêts pour fonds de roulement, donc des prêts pour répondre aux appels d'offres, des prêts pour continuer à fonctionner en attendant des paiements sur services déjà fournis. Et nous avons trouvé que ce type d'entrepreneur a en général justement de grosses difficultés à trouver des partenaires financiers qui le permettent justement de couvrir ses besoins en fonds de roulement en working capital, qui lui permet finalement de continuer à grandir d'une manière prédictible. Pourquoi il n'y a pas de solution pour eux? Parce que les banques, les grandes banques sont en général trop lents. Ce type d'entrepreneur a besoin des fonds très rapidement. On parle de fonds de fin de mois pour payer les salaires, des fonds pour pouvoir répondre à un purchase order, un bon d'achat. Et donc, ils ont besoin d'être répondus, d'avoir des réponses très rapides, nous pensons 1 semaine, 2 semaines, mais pas 3 mois, ce qui sera le cas en général avec les banques. Il y a d'autres solutions innovantes comme les fintech, les telcos, les mobile money, mais en général, les tickets ou leurs propositions de prêt ne répondent pas aux besoins de cet entrepreneur qui commence à avoir une activité plus ou moins formelle, car ils donnent des prêts plutôt limités, on pense à 500 000 francs rwandais, 1 million, donc ils sont plus appropriés pour vraiment les très petites entreprises. Ensuite, on a la solution vers laquelle vont se tourner ce type d'entrepreneurs, ce qu'on appelle au Rwanda banque Lambert ou les loan sharks, qui prêtent, mais avec des conditions plus ou moins très chères et dangereuses. Et en général, tous ces acteurs manquent ou n'utilisent pas beaucoup la technologie pour intégrer l'analytique, les analyses prédictives et des éléments qui peuvent permettre de diminuer les risques. En réduisant les risques, bien évidemment, on réduit les coûts
de prêts. Et donc, Benefactors est venu trouver des solutions qui, justement, permettent de répondre à ce type d'entrepreneurs très rapidement, avec moins de risques, en utilisant la technologie. Donc, c'est ce que nous avons œuvré à faire en tant que Benefactors, en créant la première société au Rwanda de factoring ou à facturage en français. Et ce en quoi ça consiste, c'est de fournir une solution permise par les technologies de l'information qui rendent accessible le financement de fonds de roulement. C'est un service qui est formel, qui est accepté par la Banque nationale et donc légal. Et on le veut rapide et surtout pas trop cher. Les fonds, les prêts sur court terme sont en général chers. Nous espérons continuer à utiliser la technologie pour réduire le risque. Nous pensons que le plus tu peux prédire le risque, le moins tu mettras de frais de prêt parce que tu diminueras la partie risque dans le coût du prêt, justement, du crédit. Nous offrons 3 services. Le premier service, c'est le factoring, donc qui consiste à financer les factures déjà émises. Si un client émet une facture à leur partenaire, les partenaires vont en général payer quelque part entre 45 jours et 180 jours pour certains, si, par exemple, ils travaillent avec le gouvernement. Et donc, pendant qu'ils attendent le paiement de leur facture, nous leur avançons jusqu'à 70% du montant de la facture et ils peuvent ainsi continuer à répondre à d'autres commandes. Deuxièmement, c'est le Purchase Order Financing ou le financement sur bon d'achat. Ils ont une commande ou financement sur commande, ils ont une commande de leurs clients. Nous leur préfinançons jusqu'à 50% du montant de la commande pour qu'ils puissent justement répondre à cette commande. Reverse factoring, c'est quand des sociétés un peu plus établies ont plusieurs factures à payer, plusieurs factures fournisseurs à payer. Ils peuvent nous approcher et nous dire, bon voilà, nous avons ces fournisseurs à nous que nous devons payer. Payez-les déjà en avance pour nous. Nous, quand le moment venu, on va vous rembourser ce que vous avez déjà payé. Et donc, cela compte pour 45% de notre activité. La partie technologie est extrêmement importante parce que nous espérons arriver à un moment où tout est automatisé. Si je vous donne un schéma de comment le financement que nous effectuons fonctionne, c'est qu'un autre client qui est en général une petite et moyenne entreprise délivre les produits à une organisation, une entreprise beaucoup plus établie et donc fournit et soumet sa facture. Ce qui se passe, c'est que la petite et moyenne entreprise vient vers nous et nous demande de leur donner 70% du montant de la facture. En général, quand cela se passe, nous allons continuer à faire le suivi avec la grande entreprise qui a consommé ces produits ou services jusqu'à ce qu'elle paye la facture. Ce paiement est effectué directement sur un compte auquel nous avons accès. Et donc, les 30% qui restaient, que nous n'avons pas donné à l'entreprise, nous allons la donner à l'entreprise, moins les frais, donc nos frais, nos intérêts du premier montant que nous avons prêté à la petite et moyenne entreprise. Maintenant, ce montant, ces frais, en général, pour les entreprises qui font la même chose que nous, ils sont plus ou moins élevés. Ce que nous espérons faire, c'est un ensemble d'innovations qui nous permettent non seulement d'être digitalement connectés avec les entreprises qui finalement consomment les produits des petites et moyennes entreprises que nous finançons. Nous travaillons avec les petites et moyennes entreprises pour formaliser et digitaliser leurs transactions. Si une entreprise est plus digitale, émet ses factures
à ces partenaires d'une manière digitale, cela devient plus facile pour nous de digitaliser ce processus de financement. Et enfin, nous travaillons également avec les banques, les institutions financières qui reçoivent les paiements pour faire en sorte que quand nous approuvons des financements, tout cela se fait d'une manière plus ou moins automatisée. Et donc, l'entreprise peut, au moment où elle nous donne une facture à financer, l'idéal, c'est que nous recevons la facture aujourd'hui, nous les finançons le lendemain. Aujourd'hui, nous en sommes à une moyenne de 5 jours, à une moyenne de 5 à 7 jours, mais nous voulons ramener cette moyenne à une journée. Donc, voilà ce sur quoi nous travaillons. Non seulement c'est une solution qui permettra aux petites et moyennes entreprises de se stabiliser, de continuer à grandir, mais en même temps, la digitalisation de ce processus de prêt permettra à rendre cela plus agréable et plus facile, en fait, pour tous les acteurs concernés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère continuer à interagir justement avec tout le monde pour voir comment faire avancer les services de financement des petites et moyennes entreprises avec des solutions alternatives à ce à quoi nous sommes habitués. Merci. Bonjour, je m'appelle Sylvain Boussamba, je suis à Libreville, au Gabon, et je suis le président et le fondateur de l'ONG Ogwe Labs. Ogwe Labs est un laboratoire d'innovation qui œuvre à la construction d'un écosystème numérique capable de porter les industries numériques du continent africain. Notre volonté, effectivement, c'est de transformer le continent en une usine pour la planète numérique, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons le vivier de talent, nous avons les moyens financiers pour pouvoir soutenir cette ambition, mais aussi nous avons de très belles innovations qui sont créées ci et là sur le continent. Ogwe Lab donc a mis en œuvre dans son laboratoire d'innovation un programme d'accélération qui s'appelle StartX 241. Ce programme a pour objectif principal de développer ou distribuer les innovations africaines à travers le continent. Et nous avons donc décidé de commencer quelque part et on a décidé de commencer en Afrique centrale, donc avec comme zone principale la CEAC. La CEAC, c'est 11 pays. C'est à peu près 200 millions de consommateurs. Et nous avons donc décidé d'accélérer sur ce territoire qu'est l'Afrique centrale, les innovations des Africains, quel que soit leur endroit sur la planète, qu'ils soient sur le continent africain ou alors qu'ils soient hors du continent africain. Parce qu'on sait qu'il y a une très forte diaspora africaine en dehors du continent africain. Mais nous avons tous le même vœu, ce vœu de vouloir transformer comment nous vivons, comment nous mangeons, comment nous travaillons, comment nous nous soignons, comment nous éduquons. Et on sait qu'aujourd'hui, le numérique est un moyen, est un outil que l'on peut utiliser pour changer justement tous ces usages-là. Et nous savons que son pouvoir de massification, son pouvoir, cette capacité en fait à réduire les distances, cette capacité justement à fédérer en communauté, tout ceci va nous permettre justement de pouvoir aller au terme de notre mission, qui est de construire justement une Afrique différente, une Afrique capable de prendre soin d'elle-même, une Afrique autonome, une Afrique fière. Et donc, nous construisons donc ce programme avec un certain nombre de partenaires. Nous avons donc des partenaires divers, partenaires internationaux. Je compte
aussi parler de Cofina, qui est vraiment notre partenaire financier, qui est une banque africaine qui s'est déployée à une dimension panafricaine en quelques années. Nous avons comme partenaire financier l'AFD. Nous avons aussi l'ambassade de France, l'Institut français du Gabon. Nous avons comme partenaire stratégique Airtel et nous avons aussi partenaire formation et on va. Emera est un accélérateur bordelais donc qui est en France, qui nous accompagne dans toute la partie accélération des startups, mais aussi formation des jeunes dans les différents environnements dans lesquels la distribution va se faire. Alors, pour être, on va dire, assez précis sur ce qu'est Startix, Startix, en fait, c'est un programme d'accélération de la distribution des innovations africaines sur le continent africain, au départ, mais après, dans le monde, parce que nous pensons que nous avons une solution pour le reste de la planète, un rôle à jouer aussi dans sa transformation. Aujourd'hui, ce programme se décline en 3 grandes phases. La première phase qui est terminée, elle a démarré le 1er janvier et elle s'est terminée le 28 février. Il s'agissait ici de collecter environ l'ensemble des innovations qui peuvent avoir un impact significatif dans la transformation du continent africain et surtout, comme on a dit, de la zone, pour commencer, de la zone Afrique centrale. Cette phase a été très intéressante parce qu'il y a 6 startups qui ont émis la volonté de vouloir déployer leurs innovations sur toute l'Afrique centrale. Et nous savons que dans les 11 pays de l'Afrique centrale, il y a le Rwanda. Et donc, c'est une opportunité intéressante parce qu'elle permet dans un sens de recenser aussi les innovations qui existent au Rwanda, parce qu'on sait aujourd'hui, le Rwanda est un lion aussi du digital dans cet espace africain. Mais aussi, c'est une terre d'accueil de l'innovation. Et c'est d'autant plus important parce que ce programme permet justement de faire les deux. Il permet d'enregistrer des innovations qui viennent de partout sur le continent. Nous avons aussi enregistré des innovations qui viennent du Rwanda, mais elle permet à ces innovations d'être déployées sur les autres pays. Et c'est ça réellement la vraie valeur, parce qu'on se retrouve à avoir une innovation qui vient du Rwanda, mais qui va maintenant se retrouver au Gabon, qui va se retrouver au Cameroun, qui va se retrouver en RDC, qui va se retrouver en Guinée équatoriale, qui va se retrouver au Burundi, en Angola, qui va se retrouver au Congo, Brazza, au Congo, RDC, un peu partout. Ces innovations vont être déployées dans ce territoire-là. Donc, c'est vraiment 2 vases communicants. On identifie des innovations qui ont un fort potentiel de transformation et de changement de vie et de croissance sur ce territoire Afrique centrale et on les déploie sur tout ce territoire. Donc, c'est à la fois gagnant pour chaque pays qui a, on le sait, un fort vivier d'innovateurs qui créent des solutions, mais on a constaté une problématique à l'échelle du continent africain, surtout dans cet espace francophone aussi, c'est que beaucoup d'innovations sont enclavées. Donc, elles ne sont pas suffisamment distribuées, elles ont du mal à sortir de leur village, de leur ville, de leur pays et des fois même de leur région. Mais l'Afrique entière gagnerait à utiliser les innovations qui sont nées au Rwanda.
parce qu'il y a énormément d'innovation dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation. Il y a des jeunes entrepreneurs qui ont créé des choses qui seront tout aussi valables en termes de capacité à transformer le Congo-Brazza ou alors le Cameroun. Donc, c'est très important ce que nous faisons parce que nous permettons justement à des innovations de toucher des environnements où réellement ces innovations sont attendues. Et c'est tout le travail que nous faisons là maintenant parce que nous avons recensé environ 266 startups qui souhaitent venir sur ce territoire Afrique centrale. Nous avons un programme qui va nous emmener jusqu'au 30 mars à sélectionner les 10 premières parce que nous avons décidé de ne laisser aucune derrière, mais de trouver une solution pour chacune. Parce qu'on a des startups à des niveaux différents. On a certaines qui sont encore au niveau pré-seed. Ça veut dire qu'elles ont juste un prototype, mais n'ont pas encore de produit. Elles ne font pas de chiffre d'affaires. Et donc, celles-là, il faut pouvoir trouver une solution pour elles. On a identifier aussi des startups au niveau seed où elles viennent à peine de démarrer, elles ont un produit qui nécessite d'être encore amélioré, elles ont quelques clients, mais elles n'ont pas encore atteint ce qu'on appelle dans notre jargon le product market fit. Donc, le produit n'a pas encore trouvé son marché, mais il est en train de chercher. Pour certaines. Et puis, il y a des startups qui sont de niveau série A, qui seraient capables de lever des séries A. Et là, on a des startups avec de super produits, avec une belle croissance, avec des clients. Et certaines sont profitables, d'autres ne le sont pas. Mais tout ça, c'est un bel assortiment de créativité. Et on a décidé de les accompagner par lot de 10. Donc, on va commencer sur cette première année à prendre les 10 premières startups. Et ce n'est pas exclu qu'en cours de l'année, on en prenne 10 autres. Ça dépend justement des partenariats que nous allons avoir avec les différentes structures d'accompagnement qui existent sur la planète. Parce que nous sommes ouverts à toute forme de partenariat qui aiderait justement ces startups-là à aller beaucoup plus loin à la conquête de ce territoire. Et donc, nous allons donc sélectionner les 10 premières startups qui vont démarrer sur le territoire Gabon. Et il n'est pas exclu qu'il y ait une startup rwandaise parce qu'elles ont été invitées à s'inscrire à ce programme. Mais une chose est certaine, nous n'allons laisser aucune des startups qui se sont inscrites. Et la bonne chose aussi, c'est que ces startups-là, elles vont venir sur le territoire Rwanda. Donc, ces 10 startups aussi vont se déployer sur le territoire Rwanda, ce qui veut dire que ça va être une opportunité aussi pour les jeunes à Kigali et dans les autres villes du pays de pouvoir voir de nouvelles startups qui arrivent et de pouvoir y travailler. Donc, ils vont offrir des opportunités d'emploi, ils vont offrir des opportunités de croissance qui emmènent, on le sait derrière, de l'insertion d'abord sociale, mais aussi de l'insertion purement professionnelle, donc économique. Donc, ça a deux avantages. Celui de propulser les startups rwandaises quand elles sont
déployés sur l'ensemble de l'Afrique centrale, mais ça aussi, le bénéfice de faire venir sur le territoire rwanda des startups qui viennent d'un peu partout, qui vont justement permettre à des jeunes de trouver un emploi, parce que notre modèle, c'est de laisser, à chaque fois qu'une startup arrive dans un pays, c'est de travailler, c'est de recruter des locaux et c'est d'avancer avec eux. Et donc, la deuxième phase, en fait, qui est une phase de formation et de mentoring, qui va durer à peu près 1 an, est une phase qui va nous permettre de donner les bases dont nous avons besoin pour pouvoir arriver à faire de la croissance dans cet univers du digital. Nous avons constaté un phénomène sur le continent, c'est qu'il y a beaucoup de structures qualifiées de hors-sol qui ne sont pas réellement focus dans le développement et la croissance. Mais nous avons donc décidé de faire un mix-up, donc de composer un certain nombre de partenaires afin d'apporter la valeur locale, mais aussi internationale dont on a besoin. Parce qu'il faut rappeler tout de même qu'il y a un développement local, c'est vrai, mais il y a un développement international. Donc, il faut comprendre comment, par exemple, on lève des fonds, comment on prépare un pitch deck, comment on monte son business plan, comment on arrive à négocier une term sheet, comment on arrive à prendre cet argent qu'on a levé pour arriver justement à le faire travailler pour emmener de la croissance. On a besoin de comprendre c'est quoi les stratégies de communication, marketing, les stratégies de vente généralement qu'utilisent les startups du numérique, parce qu'il faut dire qu'on fait un focus sur les startups du numérique. Et c'est tout un univers qui, des fois, n'est pas très bien connu par tout le monde. Cette connaissance est diffuse et on essaie de rassembler tous les experts à un seul endroit pour pouvoir, pendant une année, donner tout ce que… Ça, c'est vraiment la phase numéro 2, qui est une phase qu'on appelle la Startup School, qui a pour ambition justement de monter en capacité les entrepreneurs africains dans le secteur numérique, mais aussi, ça aussi, c'est cet avantage-là de pouvoir les connecter au bon réseau, aux bonnes personnes, notamment à des investisseurs, notamment à des business angels, à des mentors qui vont les accompagner vers leur croissance. L'objectif par derrière aussi, c'est de monter le niveau des entrepreneurs africains et les monter à un niveau international qui fera qu'on sera capable, dans quelques années, je suis convaincu que ces entrepreneurs qui auront accès à ce type de connaissances, à ce type de mentoring, vont être capables de performer à un autre niveau, à une autre échelle de croissance et produire des résultats un peu plus pertinents, encore un peu plus probants sur le continent. Et la troisième phase, c'est une phase de déploiement à l'extérieur de la zone Afrique centrale. Cette phase arrivera progressivement parce que on le sait, il faut aller à la conquête d'abord de l'Afrique centrale et progressivement aller en dehors de l'Afrique centrale. Il y a d'autres environnements, il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, il y a le Maghreb, et tous ces territoires, et même en dehors du continent africain, nous pensons que des solutions africaines arriveraient à régler des problèmes en Russie, en France, aux États-Unis, au Brésil, un peu partout. Et je pense que c'est le moment maintenant justement de les calibrer, de les mettre à niveau pour qu'elles aillent justement vers ces territoires-là, mais avec tout ce dont elles ont besoin, les talents, les mentors, les financements et cette capacité justement de développer un leadership qui va permettre de soutenir cette croissance. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir participer au Connecting Days. C'est vraiment une opportunité extraordinaire
extraordinaire pour nous parce que de parler à d'autres Africains et aujourd'hui notamment aux Rwandais, parce qu'on le sait, depuis plusieurs années, un peu partout sur le continent, nous essayons de nous identifier au Rwanda parce qu'on a vu un développement, on a vu une croissance arriver du Rwanda. On a beaucoup d'espoir venant du Rwanda pour emmener de la transformation sur le continent africain. Et on sait aujourd'hui que cet espoir est réellement soutenu par une politique, une organisation qui œuvre chaque jour pour faire repousser les limites d'une certaine manière de penser, d'une certaine manière de faire les choses. Et nous sommes ravis de pouvoir aujourd'hui, au travers de cet événement, pouvoir échanger, pouvoir partager. Nous pensons que évoluer, c'est l'être humain qui échange, qui partage, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on est capable d'apprendre. Si on peut apprendre, on peut faire. Et quand on peut faire, on peut changer. Parce que l'Afrique a besoin de plus d'action. Et l'action, vient d'un verbe. Parce que pour moi, je considère que le leadership, c'est un verbe. C'est un verbe qui amène à l'action. Et on a besoin donc de plus d'actions qui ont un impact positif dans la transformation des vies des populations africaines qui attendent beaucoup plus de bien-être. Et donc, avoir cette opportunité, cette fenêtre pour pouvoir s'exprimer à travers les Connecting Days, je remercie au passage Dimitri pour la connexion et pour l'opportunité qu'il nous offre de pouvoir échanger avec nos autres frères africains, parce qu'on pense que cette Afrique doit se désenclaver, cette Afrique doit casser les barrières dans notre esprit, même les barrières pays, pour qu'on parle d'un territoire beaucoup plus vaste. Hein. On voit encore toutes les avancées qui ont été faites à l'Union africaine par le président Kagame, cette volonté de construire un marché unique et qui est devenue une réalité depuis le 1er janvier de ce mois, avec cette zone économique de libre-échange. Et je pense que cet article 241 est justement un élément qui montre que c'est possible. Les politiques de quelque chose, on construit un environnement, on construit un cadre. Maintenant, il faut que les innovateurs créent justement des véhicules, créent des dispositifs qui profitent de tout ce qui a été créé. Et donc, je remercie et je dis à tous à très bientôt parce que nous allons faire le tour du continent et que nous serons aussi au Rwanda très bientôt. Merci. Bonjour à tous et à toutes et merci pour l'invitation. Je suis Maître Thierry Jifen, avocat d'origine camerounaise inscrit au barreau du Rwanda. Je suis membre de la East Africa Law Society, qui est un regroupement des barreaux des pays d'Afrique de l'Est, et de l'Association camerounaise des avocats d'affaires. J'interviens actuellement dans plusieurs pays en Afrique centrale, de l'Est et de l'Ouest, dans les domaines d'activité dominants tels que l'accompagnement des investisseurs, le droit et contentieux des investissements, le droit et contentieux des transports, le droit et contentieux des assurances et miniers, droit de l'immigration et de l'immigration, et enfin, droit et contentieux fiscal. Mes coordonnées sont sur les PowerPoint qui vous seront distribués par les organisateurs, notamment mon email et mes numéros de téléphone. Globalement, mon intervention sera articulée autour des points essentiels suivants. Nous allons dans un premier temps parler de l'entrée au Rwanda, parce que c'est par là que commence le périple d'un éventuel investisseur. Par la suite, nous allons voir les conditions à remplir et les démarches à suivre pour la création d'une société, qu'elle soit
une société de personnes ou une société commerciale. Nous allons aussi évaluer ou bien voir ensemble l'environnement fiscal et social qui prévaut au Rwanda. Et enfin, nous allons parler de la sécurité juridique et judiciaire en faisant aussi un crochet sur le droit ou bien l'accès à la terre, sur le foncier, qui est un élément déterminant d'entrer l'installation en vue de réaliser un investissement. Il faut noter que, comme la plupart des pays du monde, le Rwanda a établi des conditions pour prétendre à une entrée, à un séjour sur le territoire rwandais. Et c'est une loi de 2011 qui organise l'immigration et l'immigration au Rwanda. En bref, il faut se présenter effectivement, évidemment, à un poste de frontière officiel. Il faut être détenteur d'un document de voyage valide, se faire enregistrer conformément à la loi, avoir un visa ou une autorisation valable. Il est entendu que la plupart des pays, du moins depuis le 10 mars 2020, les pays de l'Union européenne, non, je veux dire de l'Union africaine autant pour moi, du Commonwealth et de la francophonie sont free visa avec au moins 30 jours lorsqu'ils se présentent à un poste frontière. Donc, ça, c'est la première information que nous devons avoir. Il y a d'autres catégories de pays, comme des ressortissants des pays membres de l'Afrique de l'Est, par exemple, qui sont également free visa avec le Rwanda pour une durée d'au moins 6 mois quand ils entrent. Et aussi d'autres pays qui ont des conventions bilatérales avec le Rwanda pour les questions de réciprocité afin que leurs ressortissants puissent entrer en République du Rwanda sans avoir à payer des frais de visa et pouvoir s'établir pendant une période déterminée. C'est souvent 30 jours, 80 jours, et selon le cas, selon la catégorie de pays dans laquelle on se trouve. Donc, globalement, les différents permis de résidence pour les investisseurs étrangers sont de deux types. Il y a le permis de séjour temporaire et le permis de séjour permanent. Pour les étrangers qui souhaitent investir dans les mines, par exemple, ou autres activités connexes, il y a la possibilité de solliciter et obtenir un permis de résidence A1, qui est labellisé investisseur, A2, qui est labellisé entrepreneur, ou demandeur récurrent, qui est labellisé A3. Pour les étrangers qui souhaitent s'engager dans l'agriculture et l'élevage, il y a également des types de permis de séjour qui existent, qui sont prévus dans la loi. Donc, globalement, vous n'aurez pas de difficulté à obtenir un visa d'entrée au Rwanda dans l'ensemble et un permis de séjour temporaire ou permanent. Et je voudrais indiquer que toutes ces procédures sont possibles en ligne. Vous pouvez les faire de là où vous êtes. Vous pouvez les faire une fois au niveau d'un poste frontière de la République du Rwanda sans problème. Et ce n'est pas lourd, ça ne prend pas beaucoup de temps et vous pourrez très bien accéder au territoire de la République du Rwanda. Il faut, pour terminer dessus, indiquer à juste titre que vous pouvez, à partir de votre lieu de résidence actuel, faire vos démarches pour avoir votre permis de séjour et même votre visa et puis votre permis de séjour et vous allez le recevoir électroniquement. Mais si vous ne souhaitez pas le faire, vous pouvez arriver à un poste frontière, vous le faites, on l'a dit tantôt. Maintenant, globalement, quelles sont les incitations à l'investissement qui sont mises en place par les autorités de la République du Rwanda? Vous avez une loi récente qui a remplacé celle de 2016, une loi qui date de 2021, du 5 février 2021, qui est relative à la promotion et à la facilitation des investissements. Elle vient remplacer une qui existait déjà en 2016. Et dans la même veine, mais avec un peu plus d'innovation, elle a défini quelques secteurs prioritaires qui donnent des avantages,
notamment ce qui est appelé dans la loi les incitants, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Mais avant ça, il vaut mieux vous donner de façon non exhaustive quelques secteurs qui sont définis comme prioritaires dans la loi, qui peuvent vous ouvrir dans les portes de bénéfices de certains incitants ou garanties pour l'investisseur étranger. Pour ces secteurs-là, il s'agit de l'exportation, de la fabrication dans le secteur textile, de l'habillement, de l'électronique, ainsi que les équipements de la technologie et de la communication. Les exportations agricoles à grande échelle, à l'exception du thé et du café, les produits pharmaceutiques, le traitement du bois, du verre et des céramiques, le traitement et la création de la valeur ajoutée. Pour les exploitations minières, les équipements agricoles et autres industries connexes qui relèvent de ces catégories, la production, le transport et la distribution d'énergie, les technologies de l'information et de la communication, l'externalisation des processus de société et des services financiers. Donc voilà quelques secteurs prioritaires qui sont définis par la loi, par les autorités de la République du Rwanda, dans lesquels vous pouvez bénéficier de l'incitation à l'investissement si vous choisissez de vous investir dans ces différents secteurs. Il est entendu que les domaines qui ont été cités ne sont pas exhaustifs. C'est juste un aperçu parce que la loi a défini plusieurs autres domaines. Outre les domaines définis par la loi sur la promotion et la facilitation des investissements, il y a certains autres domaines qui ont été définis dans la loi par un arrêté du ministre qui a l'immigration dans ses attributions pour faciliter l'obtention des visas et des permis de séjour pour ceux qui solliciteraient de s'investir dans ces domaines-là. Ils appellent ça ici les métiers en tension, c'est-à-dire les métiers en marche sur le marché de l'emploi. Donc, ça aussi, on pourra faire une lecture complémentaire pour voir l'ensemble des domaines qui sont prioritaires, qui sont ouverts à l'investissement au niveau de la République du Rwanda. Donc ça, c'est ce qui était pour les garanties à l'investissement. Maintenant, une fois que nous avons vu les garanties qui sont, les secteurs qui sont prioritaires, nous allons voir à peu près quelles sont les facilités effectives dont peuvent bénéficier les investisseurs qui veulent venir en République du Rwanda. S'agissant de ces facilités, nous avons dans un premier temps l'accès à la terre qui est garanti pour tout investisseur étranger dans la mesure où la loi qui organise le foncier en République du Rwanda reconnaît les droits fonciers aux étrangers. Et ces droits fonciers sont de deux ordres. Soit l'étranger peut prétendre, l'investisseur étranger peut prétendre à un bail amphithéotique, ça veut dire que l'État vous loue la terre pour une durée de 49 ans renouvelable, soit l'étranger peut prétendre à l'acquisition foncière purement et simplement. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une convention de réciprocité entre son pays et la République du Rwanda. C'est-à-dire, en clair, qu'un Rwandais puisse également prétendre au même droit de propriété sur la terre dans le pays du ressortissant étranger. Donc, voilà les deux possibilités. Soit vous faites un bail amphithéotique, l'État vous loue la terre pour 49 ans renouvelable, soit vous pouvez acquérir carrément la terre, mais c'est sous la condition que votre pays également permette aux ressortissants rwandais dans sa législation ou bien dans une convention bilatérale entre les deux pays de pouvoir également acquérir le droit de propriété dans votre pays d'origine. Donc, globalement, voilà le premier incitant. Le deuxième incitant, ici, c'est l'environnement des affaires qui est, par rapport en comparaison à d'autres pays en Afrique et même dans le monde, attractif. Attractif pourquoi? Parce que le temps
et nous allons revenir largement dessus quand on va parler de la création de la société, le temps à mettre pour créer une société est relativement raisonnable. Pour avoir une idée, un indicateur précis, vous pouvez créer une société entre 6 heures et 8 heures de temps. Vous pouvez d'ailleurs la créer étant où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de venir au Rwanda pour la créer parce que tout est dématérialisé. Si vous allez sur le site du Rwanda Development Board, à Dibi, vous verrez que vous pouvez créer votre société de là où vous êtes. Et vous avez la possibilité, après la loi sur les sociétés, de choisir soit de créer votre société et qu'elle fonctionne simplement dans les cadres donc conformément à la loi, de faire un contrat de société, c'est-à-dire d'écrire des statuts. Donc, vous avez ce choix et ça facilite les choses parce que ça permet d'aller très vite, ça permet d'aller plus vite et les procédures dans le traitement des dossiers sont relativement raisonnables parce que vous pouvez les faire en 4 heures, voire 6 heures de temps. Vous avez créé votre société ainsi que votre numéro d'identification fiscale. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la garantie, enfin de l'attractivité de la République du Rwanda. Le troisième aspect de l'attractivité de la République du Rwanda est que la situation géostratégique du pays fait que le Rwanda est un peu comme un carrefour, c'est un hub pour les pays de l'Afrique de l'Est, notamment le Kenya, la Tanzanie, le Sud-Soudan, l'Ouganda, le Burundi et un peu maintenant la RDC même parce qu'il y a la communauté économique des pays des Grands Lacs où le Rwanda est véritablement bien positionné, que ce soit sur le plan géographique que sur le plan stratégique. Donc c'est une porte d'entrée pour toute cette sous-région-là qui peut permettre à un investisseur de se projeter dans les autres pays de la sous-région. Il y a ces avantages-là. Le troisième élément d'attractivité, c'est évidemment l'environnement qui est, je dirais, assaini sur le plan des pratiques telles que les questions de corruption. Il y a vraiment très peu, je ne peux pas dire parce qu'il y a pas de zéro de toutes les façons, mais je peux vous assurer, étant en train de pratiquer ici, il y a très peu d'éléments qui sont liés à ce genre de pratiques et vous êtes sûr que si vous êtes compétitif, vous arriverez à vous déployer et voilà et attirer votre épingle du jeu sans avoir besoin de donner un pot de vin ou un bakshish. Le quatrième élément d'attractivité, c'est l'environnement, la sécurité juridique et judiciaire. Il est vrai que le système juridique au Rwanda est hybride. C'est une conjonction entre les règles juridiques de tradition germano-romanique, donc civil law des pays, disons, latins, et des règles de tradition common law des pays anglophones. Mais le Rwanda a su construire un système plutôt hybride, sui generis, parce qu'il a également suffisamment intégré ses propres réalités et a créé des règles qui sont plutôt endogènes, en prenant ce qui est positif dans les deux systèmes que j'ai préalablement cités et en prenant également ce qu'ils ont de bien au niveau endogène pour mettre en œuvre leur système juridique. Globalement, la sécurité juridique y est parce que le cadre est clair et s'il survient un contentieux, les modes alternatifs de règlement de litige sont assez développés ici, notamment la médiation, l'arbitrage, avec un très grand centre d'arbitrage international qui est reconnu, le Kigali International Arbitration Center, le KIAC, qui permet aux investisseurs de gagner en temps, évidemment s'ils ont prévu des clauses d'arbitrage dans leur contrat d'affaires. Et même quand il arrive d'aller en justice, les délais de traitement des dossiers sont assez raisonnables en comparaison à d'autres pays.
Pour illustration, en matière commerciale, un litige en moyenne, pour avoir une première décision, vous pouvez compter entre 4 et 6 mois. Je vous assure que par rapport à d'autres pays africains, c'est un exploit. Vous pouvez vérifier. Donc, et même au niveau de la justice, les mécanismes de règlement amiable sont priorisés, sont systématiquement proposés et généralement les parties choisissent, surtout en matière d'affaires, les parties choisissent ces mécanismes et trouvent satisfaction plus rapidement que dans un procès classique qui, je le répète, même dans ce cadre-là, reste très compétitif par rapport aux délais qui sont proposés dans d'autres pays africains en pratique. Donc, voilà à peu près, globalement, les éléments d'attractivité. Je peux aussi vous dire que malgré la rareté en termes de ressources énergétiques, la République du Rwanda s'efforce quand même à pouvoir à l'électricité, à l'eau pour les investisseurs, garantit le raccordement gratuit à l'eau et à l'électricité pour les investisseurs. Et il y a un programme pilote, un programme national qui a pour mission à l'horizon 2024 de satisfaire toute la demande en électricité de la République du Rwanda dans le cadre de la construction d'un barrage avec la Tanzanie qui est en cours. Mais pour l'instant, globalement, les investisseurs sont prioritairement raccordés à l'électricité et à l'eau, en tout cas à toutes les sources d'énergie nécessaires pour le déploiement de leur activité. Donc voilà les éléments, quelques éléments d'attractivité. Nous pourrons revenir davantage sur certains éléments si vous souhaitez, lorsque vous aurez des questions à poser. My name is Gilles Richard Mulihano. I'm from the company called Coms Africa. I'm currently the CEO of the company. I would like to thank the organizers of the Connecting Day for this opportunity to talk about our company, our business. Thank you, and I'm happy to be with you today. Currently, talking about Coms Africa, it's a company that has been funded in 2010, that is 11 years from now, from today. It was started as a fintech company focusing on telcos and utility operators, where we provide value-added services to mobile subscribers who are using the mobile technology and mobile handset to access communication products. Our flagship product has been a microloan product. We called it airtime on credit service, which is basically a service where mobile customers can request airtime in advance and then pay back when they recharge in the following day. So that was started as a kind of disruption in the market because it was never done before in any country. And of course, at the beginning, it was difficult to convince telcos to get on board and run the service with us. But when we started it, it was a product that was very welcomed by the users because many subscribers started using the service because it was convenient and also it can be used in emergency situation. Since we started, we have installed our solutions in different countries. We have done about 24 integrations across Africa and Middle East. Currently, we still have 17 countries using our products, mainly with our telcos. And we have provided service to
more than 70 million unique users since we have started, and an estimate of $2 billion have been advanced as airtime, and customers have been quite happy with the service. So basically, talking about investment, we think this is actually another kind of investment product, because we are only advancing less than $1 for every customer, but since millions of customers are accessing the service, then we are getting many people using the product, and then they keep on using and recycling the money as a service. If I look at the history of the product, I would say that the strong point was on the fact that we were bringing something new to the mobile users, following problems that we had identified, being emergency situations, and also unavailability of airtime distribution channels. So the product came in as to bridge the gap between the time when the user wants to buy airtime, but if the airtime distribution is not available, then the user could have to go more hours waiting to get airtime to use. So it was basically bridging the gap between the distribution and the demand from the mobile user. And that became a very strong point in terms of value proposition to the subscribers, because now they started using the product as an emergency, but currently when we look at the subscriber base, they are using the product as a convenient way to top up airtime and to actually get enabled to use their mobile handset, even though the cash flow is not always constant, but at least the user can use his mobile phone by accessing airtime anyway. After launching the airtime on credit solution, we have, of course, continued doing innovation around microloans and credit scoring, where we recently introduced another similar product. This is electricity on credit. It's basically a solution that is working in a similar way, but now instead of advancing airtime, we are advancing electricity. As you know, in Africa, most of African countries, they are using prepayment electricity distribution, where household owner has to purchase a token to load into the power meter to be able to use electricity. So that prepayment approach has enabled us to see an opportunity to advance in a kind of micro loan way to advance electricity, so that the users can actually access that electricity even though they don't have the funds immediately to purchase. And then when they are going to purchase next, they will repay back. So another point to add is that in all these microloan solutions, we apply what we call a service fee. Basically, it's a kind of interest we apply on the loan we provide. Currently, that interest varies between 10 to 20%, which is a very good commission, provided that it's a loan product with 10 to 20% interest on per each transaction. It shows that it can enable a lot of opportunities in terms of investment. Yeah, I think maybe for now that is what I can say about Comms Africa. Serge,
quelle journée quand même, franchement. C'était formidable de voir tous ces intervenants. Et comme tu le sais, comme tu l'as fait précédemment, tu sais que cette étape est très importante. Nous arrivons à cette fameuse étape du passage de témoin, où on a donc un nouveau pays le mois prochain. Et le 15 avril, ça sera le tour du Maroc. Et donc, il y a Ouda qui est présente, qui va en tout cas nous accompagner pour faire de cette journée une réussite. Et j'aimerais symboliquement, Serge, que tu puisses dire un mot, bien entendu, et aussi transmettre le témoin à Ouda, qui, à son tour, le recevra, bien entendu. Oui, merci beaucoup, Dimitri. Donc, le mois s'achève où nous avons préparé ensemble cette journée. Je tiens à te remercier en tant que président d'ADRNS et de cet événement, avec ton équipe, Madame Kakama Leoukadi et ma compatriote, Madame Everline Plumeret. Et donc, c'était un vif plaisir, c'était intense. Tout le panel, tous les panélistes que nous avons eu l'occasion donc de remercier toute la journée. Je leur renouvelle mes sincères remerciements. Je suis très, très reconnaissant de leur don de temps, du temps qu'ils ont pu nous trouver dans leurs agendas chargés. Et je suis encore une fois honoré d'avoir mis en contact tous ces professionnels, d'avoir aidé humblement et bénévolement. Donc, en mon nom propre, je vous remercie. Et l'heure est arrivée pour moi donc, de transmettre ce service, de transmettre cette activité et ma curiosité aussi à un pays ami, un pays frère du Rwanda, donc le Maroc, qui est un très très bon marché, très intéressant, bourré d'opportunités. Et donc je transmets ce bâton à Ouda, qui nous rejoint pour représenter donc l'ensemble des professionnels, les jeunes start-upers, start-upeuses marocains qui vont sûrement nous impressionner et nous inspirer, mais surtout inviter tous les autres professionnels, que ce soit de la diaspora maghrébine ou d'Afrique subsaharienne, dans tous les pays, que ce soit en Occident ou même à l'intérieur du continent, pour nous intéresser à leur marché. Donc, la prochaine fois, nous vous attendons très chaleureusement, cher Ouda, et officiellement. Donc, c'est un honneur pour moi de te passer le témoin et te souhaiter une très bonne préparation pour les échéances à suivre. Merci beaucoup d'avance. Marcella. Merci beaucoup Serge, je vous remercie énormément. C'était un très grand plaisir pour moi de présenter le Maroc et notamment juste après le Rwanda. C'est un pays qui m'inspire moi personnellement et qui donne un très bon exemple de ce que peut l'Afrique être dans le futur. Donc voilà, alors rendez-vous au Maroc le 15 avril. On va voir de plus près un peu l'économie du Maroc, les domaines phares du Maroc et montrer à quel point le Maroc a démontré, c'était un très bon exemple de fraternité en fait entre les pays africains, parce que je pense que le Maroc c'était parmi les premiers pays africains à essayer de développer son marché dans l'Afrique et vice-versa. Donc voilà, c'est un très très grand honneur pour moi de présenter le Maroc et de présenter l'Afrique, enfin, me présenter en tant qu'africaine. Et voilà, c'est un très grand plaisir. Et merci à vous. Et Inch'Allah, on se donne rendez-vous le 15 avril. Ok, super. Merci, Ouda. On sera là le 15 avril. Merci, Serge. Vraiment, ça a été top. En effet, on ne remerciera jamais assez l'ensemble des speakers qui ont donné vraiment de leur temps. Et quel plaisir. C'est un réseau aujourd'hui qui s'agrandit. Parce qu'après, en effet, le Nigeria, le Sénégal, le Rwanda, nous allons avoir un réseau qui va être encore plus large où tous nos amis, en tout cas, pourront faire des affaires avec ces différents pays. En tout cas, nous voulons vous remercier et vous donnons rendez-vous au 15 avril avec le Connecting Day numéro 4, Maroc. Salut! Bravo! Merci beaucoup! Au revoir! Merci!
bien, merci d'avoir participé à cette réédition des Connecting Days estivales. Nous espérons tout d'abord que cette réédition vous a plu et nous vous invitons à prendre contact avec nous pour toute question, mais également si vous souhaitez que l'on mette votre pays en avant. Thank you for attending this re-edition of the Connecting Day. We hope that you enjoy this event and you find the information you needed. Please let us know if you have any questions and also if you would like for us to advertise the country. We hope to see you soon. Have a nice day.